Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Jean-Jules Van Rooyen qui est à mes côtés. Bonjour Jean-Jules. Bonjour. Qui a écrit ce très bon livre, Les Traverses du pouvoir, édité chez Saint-Rémy. Et donc c'est l'objet de cet entretien de ce jour, Jean-Jules. Alors déjà, pouvez-vous vous présenter aux internautes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas forcément? Non, je comprends, parce que je suis néerlandais. Je viens d'Amsterdam, je suis né en 1940, ça veut dire juste avant la guerre, 2 mois. Et puis, ma femme elle est belge-wallonne, francophone. J'habite la moitié de l'année en France et j'ai voulu traduire mon livre en néerlandais sur la franc-maçonnerie et la juiverie internationale. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que quand j'ai travaillé dans la marine, je viens aux Pays-Bas, de la marine royale, j'ai découvert que j'étais le seul non-franc-maçon à l'état-major de la marine à La Haye. Puis après, nous avons eu, dans les années 90, nous avons eu un gouvernement de gauche, comme le gouvernement actuel en France, le gouvernement Ayrault, qui était composé entièrement de francs-maçons et quelques juifs. Bon, je me suis renseigné là-dessus et j'ai découvert l'énorme complot dont nous sommes tous victimes. Alors, j'ai écrit un article là-dessus qui a été publié dans un journal catholique. Bon, et le grand problème commençait pour le journal et pour moi. Ça veut dire, nous étions menacés par des procès inouïs. Un grand procès à La Haye pour diffamation et toutes sortes d'autres choses. Le journal a su calmer l'enjeu et nos pourfendeurs, des avocats de haut niveau, des francs-maçons naturellement. Puis ça a été éteint, le feu a été éteint, mais là-dessus, j'ai reçu énormément de renseignements partout dans le monde. Même des gens de l'Afrique qui m'écrivaient et qui venaient avec des titres de livres, etc. etc. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec DPF, Chiré DPF, un éditeur formidable. Et puis après, j'ai découvert l'éditeur Saint-Rémy. Et Saint-Rémy est encore plus formidable, parce que lui, il a une collection de livres unique au monde, qui concerne surtout les réseaux secrets et l'histoire de 2000 ans, finalement, qui tourne autour de la guerre entre la chrétienté et le monde du Satan. Il aborde ça d'une manière très franche. Il a beaucoup de livres historiques, livres du 19e et avant le 19e, livres du 20e siècle, tous des grands écrivains qui se sont occupés de ces réseaux secrets qui ont comme but unique, comme seul but de détruire la civilisation chrétienne, détruire le peuple, détruire la famille, détruire la propriété et tout ce qui en suit. Nous connaissons ça déjà depuis la Révolution française. À ce moment-là, ils ont pu commencer cette guerre qui n'a pas encore pris fin et dont la France, aujourd'hui, souffre d'une manière inacceptable et qui est la cause de manifestations à Paris, à Lyon et partout en France cette année-ci et l'année passée. Plusieurs questions. Pourquoi avoir écrit un tel livre et aussi pourquoi avoir choisi comme éditeur Saint-Rémy? Parce que Saint-Rémy, il est très engagé et j'étais quasiment assuré qu'il voulait bien d'abord traduire les livres et puis éditer. Avec un autre éditeur, j'aurais eu moins de chances de réussir. C'est pour ça que je suis allé chez Saint-Rémy, parce que lui, il a vraiment un engagement 100%. La thématique principale du bouquin, c'est le complot mondialiste, oui. Le complot judo-maçonnique. Oui. Comment pourrez-vous le définir et qu'est-ce qu'il caractérise, selon vous? L'argent et la haine
c'est tout. L'argent, c'est le pouvoir. En endettant les États, en endettant les gens, les citoyens, en pervertissant la jeunesse avec la pornographie, la drogue, l'alcool, le sexe, etc. Ils veulent rendre l'humanité esclave de leur pouvoir. Ils veulent détruire les nations, les peuples, les frontières, nos gouvernements. Ils veulent le pouvoir absolu. Et ils arrivent avec l'argent, ça c'est l'arme principale, l'argent, c'est tout. Et avant, il y a 50 ans, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'était encore la guerre avec les armes pour détruire. Mais maintenant, ils ne font plus de guerre sauf en Afrique du Nord. Mais ici, la guerre faite à l'Europe et faite au peuple américain et faite au peuple britannique, qui servent surtout comme tremplin pour les banquiers juifs ashkénazes, ils veulent dominer par l'argent, et avec l'argent, et en pervertissant tout le monde. En gros, le mondialisme, en une phrase, c'est l'application du Talmud et des protocoles. Oui, voilà. C'est le Talmud, tout est dedans. Hein. Ouais. Dans le Talmud, il y a des citations à faire. Le monde appartient aux Juifs. L'argent des non-Juifs appartient non pas des maîtres, ils appartiennent aux Juifs. Et comme ça, il y a énormément de citations. Ils ont une énorme haine pour tout ce qui est chrétien. C'est l'histoire entre le Christ et les pharisiens n'a jamais fini. Ça continue. Et je me suis toujours posé la question quand j'étais un petit garçon, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec les pharisiens après la mort du Christ? Je ne savais rien. Personne ne voulait le raconter. Enfin, c'était pour moi une découverte. Et plus tard, j'ai découvert que les pharisiens n'ont jamais disparu. Ils se sont transmis en ashkénazes, juifs ashkénazes, de soi-disant des juifs convertis dans le 8e siècle en Russie, un peuple turc, russe, qui se convertit à l'époque, et c'est pour ça que ça explique pourquoi il y a tant de juifs en Russie et en Pologne dans le 17e et dans le 18e, du 19e siècle. Et puis après, ça explique aussi pourquoi sont eux qui se sont attaqués à la Russie tsariste en 1917, parce que c'était les juifs qui ont fait le communisme, inventé le communisme et appliqué le communisme. Et c'est Churchill qui donne une énorme citation là-dessus dans le Herald Tribune de Londres en février 1922. Cette guerre continue. Les maîtres habitent encore toujours dans la City à Londres et à Wall Street, et c'est comme ça que le monde est dirigé. Et nos gouvernements ne sont plus souverains. Les peuples ne sont plus souverains. Ils ont déjà perdu la souveraineté depuis longtemps. Parce qu'ils sont endettés. Ils doivent obéir aux banquiers. Ils doivent bien suivre les conseils des banquiers centraux, qui sont les plus puissants. Ce sont eux les maîtres. Et eux, ils sont dirigés par la banque, le BRI à Bâle, et qui dirige toute la banque centrale dans le monde. Et c'est l'instrument de Rothschild de diriger nos gouvernements. C'est tout. Vous traitez de beaucoup de thématiques dans le livre, énormément. Alors j'en ai noté quelques-unes. Adam Weishaupt, la révolution de 1789, Karl Marx, le communisme, le mouvement révolutionnaire mondial, la mainmise des Rothschild sur la finance, les banques centrales, la notion de complot, les encyclopédistes qui ont précédé 1789, très important, le mythe du climat, on va y venir, l'unification européenne qui est un peu plus récente, les banques centrales, la franc-maçonnerie, la crise financière, la récente, mais même celle qui avait précédé la Seconde Guerre mondiale. Et puis donc, en même temps que vous traitez de toutes ces thématiques,
du judaïsme aussi, la question juive, vous rappelez plusieurs fois, vous insistez sur cette idée de traiter de la vraie histoire, d'informer sur la vraie histoire, et que le problème de fond, un des problèmes de fond, c'est la falsification de l'histoire, ce qui rejoint d'ailleurs Joseph de Maistre qui disait, depuis la réforme protestante, l'histoire est une conspiration contre la vérité. Vous insistez là-dessus plusieurs fois, sur cette nécessité de connaître la véritable histoire. Les historiens eux-mêmes, et j'en ai rencontré une fois une ici dans la chapelle de Père Lazariste, ils ont honte eux-mêmes, mais ils ont une position à défendre. Ils perdent leur emploi s'ils racontent la vérité, parce qu'ils ne sont pas bêtes, pas plus bêtes que nous. Mais ils n'osent pas, ils ne peuvent pas. Ils sont tous tenus par le politiquement correct et par leur syndicat d'historiens. En Amérique, c'est très officialisé. Chaque historien qui sort du jardin, il est condamné, il est mis à l'écart et il n'a plus d'avenir dans son métier. Il ne pourra plus non plus écrire dans les journaux ou dans les revues ou parler devant le public, sauf comme ici en privé. Mais le problème des historiens, c'est que s'ils racontaient tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, pourquoi la guerre de 1914 par exemple, pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir, pourquoi il y a eu la guerre le 10 mai 1940, alors le peuple ne saurait pas, les gens ne sauraient pas à quoi s'en tenir, parce que c'est incroyable, la manipulation derrière tous ces grands événements qui ont causé la ruine et la mort de millions de personnes en Europe. Et donc, par rapport à cette vraie histoire, il y a quand même deux notions qui sont très importantes. Déjà, les dessous de l'histoire, oui. Notamment l'implication des sociétés secrètes, oui. Hein, et le fil rouge religieux, la guerre de religion qui parcourt l'histoire. Oui. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste. L'antagonisme des pharisiens envers le Christ n'a jamais cessé. Non, non. Et ça, occulter cela quand on étudie l'histoire, c'est passer à côté de l'histoire. Non, non. C'est Don Bosco qui l'a dit aussi. Oui. Que la vraie histoire, à un moment donné. La vraie histoire, c'est la guerre entre le christianisme et finalement ses ennemis, les pharisiens. Et ce que vous citez de Don Bosco, j'ai la citation en tête parce que je vais m'en servir pour mon prochain livre de citation de Don Bosco, c'est que le vrai combat, c'est pour celui pour Dieu, le Christ et son Église. Oui. C'est soit celui-là, soit contre. Oui. C'est soit pour, soit contre. En gros. C'est pour ça que le Christ a dit aussi, qui n'est pas pour moi est contre moi. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ça rentre dans la même logique. Dans l'évangile, oui, oui. Alors, j'ai vu page 103, il y a quelques petites anecdotes comme ça. Vous parlez de haute finance de gauche, oui. Et aussi, toujours page 103, que les États-Unis sont le grand frère d'Israël. Alors, pouvez-vous peut-être argumenter là-dessus? Ah oui, ce sont les dirigeants israéliens qui l'ont dit eux-mêmes. Ils sont cités dans les livres, qui ont dit que déjà dans les années 60 et 70, qu'il ne se faut pas, les Juifs ne doivent pas se faire de soucis parce que ils ont en main le gouvernement américain. Et de nouveau, via l'argent, l'énorme dette, et puis l'endettement des gens, des particuliers, des citoyens américains, et puis surtout en payant, en subsidiant les hommes politiques américains de tous les niveaux. Même le shérif qui est élu aux États-Unis, il reçoit des subsides des Juifs pour sa campagne électorale, ou le maire d'une ville, ou une grande ville, ou une petite ville. Tout le monde reçoit des subsides du lobby juif en Amérique, qui est très très puissant, très très puissant. Le CIA et le FBI sont des enfants de cœur comparés au système de renseignement juif, le IPAC américain.
qui est très 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 puissant. Probablement l'organisation privée la plus puissante dans le monde entier. Auquel Obama doit son élection. Ah ben Obama aussi, c'est un produit. Obama a été un produit de ce métissage de l'Amérique, et puis il obéit, comme Hollande obéit, ils sont tous des valets. Produit du CFR, lui, et donc validé par les PAC qui a permis son élection. Vous parlez à plusieurs reprises du fascisme vert. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément une thématique qu'on a l'habitude d'aborder. Non, en France on en parle très peu en France. Voilà, tout à fait. Et notamment ce fascisme vert promu par Al Gore, vous dites. Et donc en quoi consiste-t-il? Ça c'est pour soumettre l'homme à la nature. C'est l'idée de Rousseau, retournons à la nature. Et puis ça a été repris les derniers temps, depuis 10 ans, 15 ans à peu près. Ça a été repris et puis propulsé par l'ONU, par le gouvernement de gauche, parce que tout ça, et la maçonnerie, parce qu'aux Pays-Bas, j'ai vérifié tout ça, mais tous les prophètes verts sont des francs-maçons. Tous, et ils ont été bien rémunérés après leur boulot, seulement ils ne sont pas aboutis à cause de la faillite de Copenhague en 2009, et puis l'énorme affaire de corruption du GIEC et de cette université East Anglia en Angleterre qui faisait du travail de recherche pour l'ONU, mais qui a falsifié les données, qui a falsifié les statistiques. Mais c'est une idée avec le CO2 de contrôler toute activité humaine. Parce que le CO2, c'est quelque chose qui touche tout ce qui vit. Les animaux, les êtres humains, les bébés, les vieillards, tout. Et eux, ils veulent nous culpabiliser avec le CO2. Le CO2 est néfaste pour la nature, pour la terre, etc. La terre a trop d'hommes parce qu'il y a trop de CO2, des choses comme ça. Et ainsi, ils essayent de mettre l'homme dans une sorte de carcan vert, pour le contrôler et pour diriger ses activités privées, mais aussi professionnelles. Et c'est ainsi qu'ils essayent de créer une sorte d'Union soviétique vert pour contrôler, et pour diriger et pour tyranniser l'humanité. Puis ça rentre aussi dans le cadre d'une réduction de la population mondiale. Ah oui, parce que trop d'êtres humains, ça veut dire trop de CO2. Alors il faut déjà réduire les familles à un enfant, comme les Chinois. Et les Chinois se sont déjà dit qu'ils étaient en avance sur le reste du monde avec leur idée d'un enfant unique. Mais il me semble que ça n'a pas vraiment pris. Et parce qu'il y a trop de scientifiques qui ont accusé l'ONU et le GIEC et cette université en Angleterre qui a travaillé pour l'ONU de falsification et de corruption. Et il y a eu des condamnations, il y a eu beaucoup de scandales là-dessus. En France, on n'a quasiment pas parlé. C'est ça qui m'a toujours étonné. En France, ça a été un peu gardé à l'écart des choses. Mais néanmoins, Rocard, c'était Rocard quand même, qui était nommé ambassadeur de la planète, je crois, par Mitterrand. D'accord. Vous parlez des causes de la révolution de 1789, et vous désignez très logiquement Rousseau, et vous écrivez, page 268, « Rousseau a secoué le joug du ciel puisqu'il n'y a pas de création ni de vérité révélée ni d'ordre social. Rousseau a élevé l'homme au rang de Dieu en faisant de lui la référence en toutes choses. Le caractère sacré d'aujourd'hui vient de l'homme lui-même. » Ce qui est tout à fait maçonnique, ça d'ailleurs. C'est pourquoi l'homme de Rousseau a inversé les 10 commandements de la Bible. Il ne s'agit plus de commandements concernant la façon de vivre, mais il s'agit des droits d'un homme entièrement libre. Les devoirs ont été remplacés par les droits de l'homme et les droits de toutes sortes de minorités. Et donc on s'en aperçoit encore, c'est à chaque fois le prétexte pour amener des projets sociétaux ou des lois qui vont complètement à l'encontre de l'ordre naturel, comme là le mariage pour tous, la théorie du genre, ces choses-là. C'est toujours au nom de l'égalité, des droits de l'homme, de principes, de faux principes maçonniques. Donc je disais,
Les nouveaux droits sont les bâtons de dynamite pour faire sauter l'ordre naturel. Voilà. L'homme orgueilleux et rebelle veut se recréer lui-même ainsi que la matière. Il ne veut plus se voir comme une créature, mais comme un enfant de Dieu, et donc comme le Créateur. C'est la créature qui se prend pour le Créateur. Il veut être un homme nouveau et libre, autonome avec un nouvel état d'esprit. Et cette indépendance, c'est tout à fait l'inverse du christianisme qui veut qu'on soit dépendant de la volonté divine, d'ailleurs. Il veut un nouveau concept de l'homme et du monde, un concept d'après sa propre vision dans un monde recréé, dépouillé de toute trace surnaturelle. Mais la résistance ou le refus de l'ordre naturel conduisent inévitablement à des scènes horribles. Chaque révolution des 2 derniers siècles a fait d'innombrables victimes, voilà, et ainsi de suite. Derrière le masque de l'utopie des bonnes intentions se cache la destruction. Donc, la destruction, en l'occurrence, de l'ordre naturel. Mais l'origine, très important, Rousseau, l'homme naturellement bon. C'est le juif. Le juif Rousseau. Oui. Il a inventé ça. C'était génial à l'époque. Finalement, il était un zioniste avant la lettre. Parce que il n'attend plus le Messie venant d'ailleurs, du ciel, sur terre, pour nous délivrer. Non, il dit que l'humanité, l'homme lui-même, est son propre Messie. Et ça, il a déjà dit avant la Révolution française. Et cette idée-là n'a plus jamais quitté la planète. Maintenant, les zionistes disent la même chose, qu'il n'attend plus le Messie, mais c'est le peuple juif qui est son propre Messie pour se délivrer. Bon, et ça s'est traduit aussi, en général, dans la société et pour l'humanité. L'humanité doit se réinventer. Il faut avoir un nouvel homme, comme les Chinois ont essayé, les communistes, comme les Russes ont essayé, les communistes, mais c'était tous dirigés par des communistes ashkénazes. Staline était comme ça, Khrouchtchev, tous étaient comme ça. Mais cette idée de nouvel homme, une nouvelle société, une nouvelle humanité, ça vient de là, ça vient de cette idée que l'homme n'a que des droits, il n'a pas de devoirs, il n'a que des droits. Et ces droits-là viennent du fait qu'il est lui-même son Dieu. Et qu'il n'y a pas de Dieu ailleurs, un vrai Dieu dans le ciel, il est lui-même. Alors il s'est créé lui-même une société à son image, à son propre image. Pas l'image du Christ, pas le royaume du Christ, qui est notre devoir comme catholiques et chrétiens. Non, il veut créer un monde à eux, un monde à leurs idées, à leurs utopies. Et c'est ainsi qu'avec les droits de l'homme, ils arrivent à faire exploser toute la création. La création est faite sur beaucoup de couleurs, beaucoup de différences, beaucoup d'échelons, beaucoup de hiérarchies. Mais avec les droits de l'homme, on peut détruire, on peut faire exploser n'importe quelle structure et cohésion sociale. C'est ça le fondement de la révolution de Rousseau, et ça s'est traduit avec les armes et les prisons et les baïonnettes. En 89, la Révolution française a été la première révolution véritable. C'est la mère de toutes les révolutions, comme Lénine l'a dit lui-même. Et encore toujours l'image, même l'image de Pol Pot. Pol Pot a fait école à Paris, et Pol Pot, nous savons tous ce qu'il a fait, mais son idée c'était suivre Babeuf, parce que Babeuf voulait réduire la population française de l'époque à la moitié. Et s'il n'était pas arrivé encore à la moitié à faire une nouvelle société, bon, alors il aurait fait une population française de 6 millions. Il aurait détruit tout le monde. Ce sont des gens complètement loufoques. Oui, il y a cette idée qu'il faut des guerres, il faut des morts pour qu'on soit moins nombreux et que ça aille mieux. Alors, pas du tout. C'est passer par un mal pour, soi-disant, obtenir un bien. C'est pas du tout ça. Puis l'autre chose, la pensée de Rousseau, c'est que si l'homme est naturellement bon, il n'y a pas besoin de religion. Ah oui. Donc c'est la porte ouverte au naturalisme. C'est-à-dire une société centrée sur le matériel, le socialisme. Oui, mais quand même, parce que Rousseau aussi est très sévère. Quand on n'est pas d'accord avec ça, on est exclu.
On a mis de côté. On a mis de côté, ou on l'a tué. L'Allemagne de l'Est était typiquement une idée de Rousseau, parce que l'Allemagne de l'Est, quand on ne voulait pas coopérer, on était vraiment exclus de tout. On était bannis de tout. Il n'y avait plus de relations sociales, il n'y avait rien. Peut-être on ne mourrait pas de faim, mais c'est tout. On ne pouvait pas aller à l'école, on ne pouvait pas acheter son pain. Il fallait être entretenu par les voisins, par les amis. C'est comme ça qu'un grand savant de l'époque, qui était devenu dissident, a vécu en Russie. Le savant nucléaire, j'ai oublié son nom, il a dû vivre comme ça. Il a aidé les voisins à acheter son pain, les voisins l'aidaient à payer la note de chauffage, etc. On est vraiment mis complètement en dehors de tout dans ce pays-là. À cette époque-là, dans le communisme juif de l'époque, parce que le communisme est une histoire juive. Bon. Alors bon, je vous pose la question, même si je connais la réponse, on en a un petit peu parlé auparavant. Est-ce que ce mondialisme, est-ce qu'il est dirigé contre l'ordre naturel et la chrétienté? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils pensent déjà que le christianisme est à terre, parce qu'ils ont eu le concile Vatican II. Pour eux, mais l'Église n'a pas encore morte, heureusement, elle va revivre. Nous avons tous l'espoir, on connaît aussi la promesse du Christ lui-même. Mais le mondialisme est surtout une idée juive, parce que le mondialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'identité nationale, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus des hommes et des femmes, il n'y a plus d'enfants. C'est une masse, ils veulent régner sur une masse humaine, les maîtres. Les maîtres uniformisés. Et puis, il faut mêler tout le monde, il faut métisser les gens, il faut, comme ils disent, il faut avoir de toutes sortes de gens comme ça. Le peuple juif qui ne fait pas partie de cela, parce qu'eux, ils sont très, entre eux, et très nationalistes. Hein, je pourrais employer encore un autre mot, mais je ne veux pas. Mais eux, ils veulent ainsi, ils veulent avoir le monde à leurs pieds et avoir tout le pouvoir. Et puis, il faut payer, il faut les entretenir, ils ont l'argent, ils ont tout pour régner. Et ça, c'est leur idée. Ça, c'est leur idée du mondialisme, du shalom. Le shalom juif, c'est ça. C'est un monde à leurs pieds, à leurs besoins, à leurs idées, à leurs habitudes, à leurs mœurs, à leur culture, à tout. Et ça veut dire ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient, Israël, et les mœurs juives là-bas, ce n'est pas beau, ce n'est pas chrétien. Et c'est un état pervers. Mais ils veulent faire la guerre, les Palestiniens n'auront jamais le droit de se décider eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils voient le monde. Ce qui se prépare là-bas au Moyen-Orient, c'est notre avenir. S'ils y arrivent. En termes de solutions, maintenant, oui. Une fois qu'on a établi le diagnostic comme vous venez de le faire, à l'heure actuelle, est-ce que la Russie de Vladimir Poutine est selon vous un modèle, une référence, voire une espérance? Moi, je pense oui. C'est pour ça aussi qu'il est quand même boycotté par l'élite mondiale, hein, l'élite américaine, russe, français. Tous ceux qui dirigent le monde n'aiment pas Poutine. Poutine est toujours bafoué dans les médias, toujours un peu mis de côté ou pas être pris au sérieux. Seulement, c'est un homme très important. La Russie est un pays très, très, très riche et très puissant. Et heureusement, parce qu'il arrive à tenir tête. Mais Poutine, c'est sûr, c'est un nouveau tsar. Il a aboli la séparation entre l'Église et l'État. Il y a un fort lien entre l'Église et l'État. Poutine, il est chrétien, il va à la messe. Et ce que j'ai de sources fiables, il a fait des lois que les Juifs ne peuvent plus accéder
une carrière dans l'administration du pays. C'est ça que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais c'est ça que j'ai appris par des sources fiables. Et je pense que après leur expérience de l'empire ashkénaze dans le monde communiste, parce que les dirigeants, les Tchèques, tout était aux mains des Juifs à l'époque, de Khrouchtchev et de Staline et plus tard Brezhnev et encore les autres, Kochygin et les autres. C'était tous ces Juifs, c'était un empire juif. C'est pour ça que l'antisémitisme en Russie et en Hongrie, en Pologne est encore très vivace, parce que eux, ils ont connu cette période et ce n'est pas encore oublié. Et peut-être en réaction maintenant que Poutine s'est dit que mais eux, ils n'auront plus le pouvoir de décider pour les gens, ils n'ont plus le pouvoir de diriger une ville ou de diriger la police ou de diriger une autre fonction publique. Monsieur Van Rooyen, je rappelle votre livre, Les Traverses du pouvoir, aux éditions Saint-Rémy. Et si vous le voulez bien, en guise de conclusion de cet entretien, je vais lire un passage à la fin de votre livre, au moment de la conclusion, où vous parlez de cette chose qui est indispensable à toute société, c'est que nos sociétés doivent être centrées sur Dieu, et en l'occurrence sur le décalogue. Et vous écrivez « Seul le décalogue s'avère capable de brider l'État et d'empêcher les perversions. Il crée un État qui sera le soutien d'une société reposant sur la vérité révélée, sur le mérite et la responsabilité individuelle et non sur l'opinion de la majorité et la poursuite d'une idéologie de l'argent et du plaisir. Ce sera un monde des États au service des peuples, fondé sur la vérité et les libertés individuelles, la justice, la culture et la tradition, et non pas sur des principes naturalistes, idéologiques ou économiques. La subordination de l'État implique la restauration de la primauté de Dieu, des personnes et des nations sur l'économie, la nature et la terre. Cette primauté est la garantie de la liberté individuelle. Aucun empire ne peut survivre si Dieu, l'homme, la nation, la civilisation et la culture sont opprimés.